Mosaïque FM. Mosaïque FM 90.3. Restez scotchés. Mon frère sont ma sister, mon bonheur c'est ton bonheur. Comme de bons vieux mangas protégeons notre bonheur. Oh yeah, oh yeah. La Côte d'Ivoire c'est tout ce qu'on a de plus beau. Donc tous ensemble on doit s'unir pour la paix, pour l'avenir. Laissons parler l'amour. On joue pas de match ou tout. Laissons parler l'amour. Notre pays a besoin de nous. On n'a pas besoin de papa. Assez trop de l'élection, c'est la paix. On fait papa là-dedans. On n'a pas besoin de la guerre. On est pas pour raisonner, non pour se battre. Esprit jeune, esprit de paix. Le système scolaire ivoirien va-t-il de mal en pis? La situation paraît alarmante. 73 à 87% des élèves du CE maîtrisent moins de la moitié de ce qu'ils devraient avoir acquis. Des enseignants de moins en moins bien formés, des grèves à répétition. Des actions ont été menées par le gouvernement, la mobilisation de ressources budgétaires, le droit à l'éducation. Depuis 2015, l'État consacre environ le quart de son budget à l'éducation. Des efforts financiers ont été consentis par l'État pour améliorer le niveau de rémunération du personnel. Malgré tous ces efforts, quel constat fait-on? Quelles sont les causes et quelles solutions peut-on apporter pour améliorer la situation? C'est autour de ces points que nous allons échanger. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Loulou Soumaoro pour présenter cette émission. Avec moi, Gata Freddy, consultant psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Bomba Lassina, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et Kwadio Nkrumah, sociologue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Le constat est clair, le système scolaire est de plus en plus dégradant. Comment expliquez-vous cela, Nkrumah? Ok, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde sait que depuis les années 2000-2002, après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, il y a eu une dégradation, pas systématique, mais qui s'est fait lentement, jusqu'à aujourd'hui, qui montre que nos enfants, nos petits frères, les élèves, les étudiants et autres, tout ce système-là a bafoué, a décalé. Et vous, Freddy? Bon, je peux dire que en ce moment, la Côte d'Ivoire est beaucoup gangrénée par ce phénomène. Et pour expliquer cette décadence, on peut dire, on dira que ce qui doit être fait n'est pas totalement fait. Parce que les ressources allouées, est-ce que ces ressources sont appliquées aux endroits indiqués? C'est là un peu mon inquiétude pour cela. Bomba Lassina, vous allez nous partager votre expérience quand vous avez été élève, étudiant. Vous allez nous partager un peu votre expérience par rapport à aujourd'hui, ce qui est fait. Et comment est-ce que c'était à vous, votre temps? Merci, madame, de toucher à travers, bien sûr, cette émission, un sujet très important, bien sûr, dans l'évolution d'une nation moderne, à savoir le système éducatif. Et aujourd'hui, le constat est là. Nous avons laissé faire à tous les niveaux de l'échelle cette dégradation, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue d'enfance sociologue. Et aujourd'hui, lui également et moi et Freddy, lorsque nous regardons un temps soit peu par le passé, l'éducation que nous avons reçue au niveau bien sûr de la cellule familiale et également au niveau du système éducatif, comparativement à maintenant, je veux dire, le constat est amer. Le constat est très amer. À mon niveau, il n'est pas encore trop tard, mais il faut aller plus vite parce qu'il y a très peu de temps. Nous ne pensons pas un instant que notre système éducatif qui a été bien entendu adoubé dans l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire, où les gens venaient apprendre l'école ici, que ce soit au niveau militaire, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, nos écoles, nos établissements ont été un modèle. Et moi, j'ai été dans une école qui était 10% des nationaux en griffe, mais 90% c'était des enfants des expatriés et d'autres fonctionnaires internationaux qui sont en Côte d'Ivoire, présents en Côte d'Ivoire. Mais nous avons eu beaucoup de chance, nous avons également eu de la responsabilité à tous les niveaux. Et c'est ce qui a fait de nous aujourd'hui, sans toute forme de des fleurs, un petit peu quand même, je ne dirais pas de modèles, mais nous sommes quand même sur la bonne voie et nous sommes fiers aujourd'hui du parcours que nous avons eu et de la pression sociale que nous avons eu également. Freddy, tu peux partager avec nous ton expérience en tant qu'élève, étudiant? Je peux dire que quand on va faire un peu une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que la génération passée recevait, même si on peut dire que les failles étaient bien, mais la génération précédente recevait une bonne formation.
l'information. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont partisans du monde effort. Mon expérience, c'est quoi? C'est que nos enseignants, nous mettaient une sorte de pression qu'on ne pouvait pas rester là 2 minutes sans se mettre à niveau, vous comprenez. Donc, je peux dire qu'au niveau de mon parcours, la formation était 10 000 fois mieux que ce que je constate aujourd'hui. D'accord. Les élèves aujourd'hui sont des élèves un peu tête en l'air, alors que de l'autre côté, nous étions toujours sermonnés. On avait toujours l'envie d'aller à l'école, même s'il y avait la pression. Aujourd'hui, l'école est devenue une sorte d'amusement et c'est dommage. Nkrumah, tu vas partager avec nous ton expérience aussi. D'accord. L'expérience que j'ai, c'est que, comme mon frère le disait tout à l'heure, déjà avant d'arriver dans la cour de l'école, il y avait ces parents-là même qui te galvanisaient et qui t'encourageaient à aller à l'école, qui s'occupaient de toi quand tu revenais de l'école, qui regardaient les cahiers de devoirs et autres. Mais aujourd'hui, comme l'autre a dit, le constat il est amer. Les parents, en même temps qu'ils se désengagent, les enseignants, je pense, aujourd'hui aussi se désengagent. Et puis, le système d'en haut aussi se désengage. Parce que nous, à notre temps, à 7 heures, il faut être à l'école. Le maître là, il faut réciter les leçons. Il faut connaître la table de multiplication. Mais aujourd'hui, quand un enfant il dort, on dit c'est parce qu'il a sommeil qu'il doit dormir, donc laissez-le se reposer. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment est-ce qu'on peut galvaniser des enfants qui sont partisans de moindre effort, si je peux bien emprunter tes mots? Et puis il y a cette histoire de high-tech qui est arrivée, les histoires de téléphones et autres, qui font que, ils sont toujours sur Internet. Ils ont tout sur Internet pendant que nous, on cherchait dans les documents avant. Eux, ils font rapidement sur Internet et ça passe. Donc du coup, il n'y a pas cette difficulté que nous, on a vécu par le passé. C'est vrai, les choses tendent à être un peu simples, mais ils n'utilisent pas ce tatou-là pour mieux se former. Avec ta permission, juste aborder dans le même sens que Freddy. Et la première des choses qui vous frappe lorsque vous arrivez dans l'école, c'était quoi? Si tu te souviens, bien entendu, c'est la propriété de l'école. Parce qu'il fallait être là à 6h30. Balayer la classe, balayer la cour de l'école, s'assurer que le tableau était nettoyé, s'assurer que les devoirs, les cahiers étaient arrangés par couleur, bien entendu. Donc vous voyez, la propriété également de l'élève lui-même. Pas de fantaisie avec les tenues que nous portions en son temps. C'était respecté, bien entendu. Chaussures fermées, bien fourrées comme des petits de l'école et les MPT, et le respect de nos instituteurs qui nous dispensaient le savoir, le salut aux couleurs, chaque lundi. Si tu te permets, ils vont aller te chercher à la maison pour savoir pourquoi vous étiez absent ce lundi également. Donc le seau était toujours propre pour nettoyer le tableau. La classe était également propre. Moi, au secondaire, par exemple, j'avais pas eu de maître de maison, mais j'avais un répétiteur dans chaque discipline, jusqu'au supérieur. Donc quand vous arrivez au campus, par exemple, de Cocody, je vais aller taper à la porte de quelqu'un. Ah, grand frère, je suis en première, on fait de la philo. Est-ce que vous faites de la philo? Vous êtes étudiant en philo? Il me dit oui. Je prends son nom. Il n'y avait pas de cellulaire en son temps. Et j'ai 2 grands frères en griffe dans chaque discipline. Au point où, quand on me donne des devoirs, je vais répéter avec eux les soirs et je reviens à la maison. Quand j'arrive en classe, je suis quand même au niveau. Et vous voyez, donc il y avait cette volonté également d'apprendre, de surpasser les soirs, mais de devenir le meilleur, de challenger. C'était la course effrénée pour obtenir la bourse d'études à cette époque-là. Parce que quand on était boursier, on affichait le nom au tableau. On faisait petit malin avec les jeunes filles. Ah, moi je suis boursier et j'étais garçon en ce moment. Et puis pour porter le bleu blanc, n'importe qui ne pouvait pas se permettre cela. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont galvanisés à travailler d'arrache-pied, à être au sommet. De très belles expériences vous êtes en train de nous partager. On va profiter pour faire l'état des lieux de la situation actuelle du système scolaire. Oh, madame, devons-nous en parler? Nous avons les larmes aux yeux à regarder de près ce qui se passe. Je lisais tout à l'heure un article où les enseignants seront encore en grève. Cela répond à quoi réellement? Je vais dire, il y a beaucoup de choses à améliorer dans le système éducatif. On va écouter Freddy. Je peux dire que le constat est probant. C'est que le système, bien vrai qu'il y a un côté positif, parce qu'on ne peut pas dire que tout est mauvais. Mais les choses, c'est que les éléments ne sont pas utilisés au moment opportun. Regardez, aujourd'hui, quand je prends l'esprit des élèves, on a l'impression que leurs mémoires sont parties dans le téléphone. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, les élèves ont une difficulté de pouvoir se concentrer parce que les éléments, comme on va parler des nouvelles technologies, ont pris le dessus et les élèves n'ont même pas la possibilité de pouvoir retenir. Donc, au niveau de l'attention et de la concentration, il y a déjà un problème. Les éléments qu'on apporte, si on ne trie pas, ça sera un problème pour la jeunesse parce que l'éducation, on va dire, est le socle de la société. Et si ce qu'on doit inculquer aux enfants, nous n'avons pas pris la peine de trier, ça sera vraiment déplorable pour nous autres. L'éducation est vraiment bancale, on peut le dire.
Je vais demander à Nkrumah le niveau des enseignants. Parlons un peu de cela. Oui, on dirait que le niveau est criard, un niveau faible criard. Parce que déjà, je lisais un document qu'a écrit le sieur André Sylvain Conan qui allait interroger un inspecteur d'école. Et l'inspecteur qui lui dit, mais les enseignants qui m'ont envoyé cette année-là ne sont pas du tout à niveau. Il y a un qui ne savait pas chanter la bignanaise. Il y a un qui avait des difficultés à faire une phrase en français correctement. Mais bon, quand tu es en face à des enseignants comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent donner en tant que tel à des enfants qui veulent apprendre? Surtout que quand ils viennent à l'école, la classe de CP1, ils ne comprennent pas le français. C'est la langue maternelle. Donc du coup, c'est le maître déjà qui sera la base même de l'éducation de l'enfant. Mais quand ce monsieur-là, il ne peut pas s'exprimer en français, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ce que vous êtes en train de dire, peut-on dire que le niveau des enseignants a l'image du faible niveau des élèves? Je peux l'affirmer ainsi, mais en gardant des réserves. On va écouter M. Lassina. Oui, il ne faut pas qu'on se voit la face. Là, moi, je regarde le cahier de mes neveux et mes nièces et je constate qu'il y a des difficultés à ce niveau. Moi-même, je me mets à la tâche à la maison parce que j'ai une dispense de savoir, j'ai une partagée également. Madame, vous n'êtes pas trompée. Je pense que le niveau également est non seulement à l'image bien sûr des enseignants, parce qu'aujourd'hui les gens ne viennent pas par passion, par amour à l'enseignement. C'est la course effrénée à la recherche. Parce qu'on a échoué ailleurs et on a une porte d'entrée au niveau de l'enseignement supérieur. Bien écoutez, l'instabilité sociale fait qu'aujourd'hui, beaucoup glissent au niveau bien sûr de l'enseignement. Aujourd'hui, ce n'est pas la passion qui anime aujourd'hui les instituteurs d'avant qui nous ont inculqué le savoir. Donc les gens vont parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Et cette habilité sociale le conduit à aller concourir, bien entendu, pour avoir des postes d'enseignants au niveau du primaire ou du secondaire, pour pouvoir bien sûr subvenir à leurs besoins. Celui qui est mal formé ne peut que dispenser de mauvais savoir, bien entendu, à celui à qui il donne l'enseignement. Et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Il ne faut pas non plus oublier également des problèmes conjoncturels liés bien sûr au système lui-même qui est tout à fait défaillant. Hein. On l'a dit, en parlant bien sûr des infrastructures, c'est pas impossible. Le contenu des programmes n'est pas adéquat avec l'offre également de la demande du marché. Il y a un gros souci également à ce niveau. Et la culture, je veux dire la facilité et l'incivisme des élèves aujourd'hui, c'est un gros souci aujourd'hui pour notre système éducatif. Et je vais rajouter également démission totale des parents. Ils ont carrément démissionné pour aller inscrire un enfant. C'est déjà le plus gros souci qu'on leur a demandé de faire. Mais il y a un suivi qu'il faut faire de sorte à permettre à l'élève de pouvoir continuer ce qu'il a appris à l'école, qu'il y ait une continuité dans le suivi bien sûr de nos élèves. On va demander à Freddy, et la violence en milieu scolaire? Il faut dire que la société est en train de subir, on va dire, les tares de l'école. Normalement, l'école est censée donner un individu potable à la société. Et nous voyons que le système dans lequel nous évoluons crée des conditions pour que les enfants, les apprenants, soient eux-mêmes des agresseurs. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, on va établir des lois. Par exemple, il y a des élèves qui se lèvent, qui prennent eux-mêmes de leur propre chef des jours de congé. Donc vous voulez dire que c'est le système qui favorise la violence au niveau de l'école? Exactement. Parce qu'il n'y a pas de moyens stricts pour pouvoir canaliser les enfants. On me dit, l'enfant, quand il fait des erreurs, il n'a pas droit à être puni. D'accord. Quelle est l'autorité? Parce que dans la classe, c'est l'enseignant qui a l'autorité. Et comment il va exprimer son autorité? Donc pour vous, c'est avec la chicotte qu'on doit imposer l'autorité? Non. La punition, c'est pas forcément la chicotte. Vous voyez un peu. Mais la chose, c'est quoi? On ne donne pas l'autorité aux enseignants. On ne donne pas l'autorité à l'administration. On nous dit simplement d'être résilient. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on met dans le facteur résilient? Expliquez-nous le thème d'abord. On dit une école, on va dire résiliente. On va essayer d'accepter les enfants tels qu'ils sont, oui, et essayer un peu de permettre, d'autoriser ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils font. Mais comprendre ce qu'ils font, est-ce que ça veut dire qu'on va régler ce qu'ils font? Un enfant a le droit d'être guidé. Et celui qui doit guider l'enfant doit être armé. Mais s'il doit exprimer son autorité, on ne lui donne pas cette possibilité de s'exprimer, ce sont les enfants qui vont prendre le dessus. Aujourd'hui, il y avait une expérience au cours de l'examen baccalauréat. Je dis, un élève qui rentre en salle avec son téléphone portable est applaudi par tous ses amis. Il est le surdoué. Et le surveillant qui arrache le téléphone est le démon. Et après l'examen, ce surveillant-là est agressé. Vous voyez un peu, parce que l'élément qui va permettre de mettre, on va dire, de pouvoir endiguer, on n'accompagne pas en fait. Il n'y a pas de mesure
d'accompagnement, dont la violence va toujours monter. Quadio, qu'est-ce que vous dites? Au niveau de la violence, comme je le dis toujours, ce n'est plus un secret. L'école qui était un lieu où on partait apprendre, aujourd'hui est devenu un lieu de brigandage. Nos enfants sont devenus des voyous. Ils n'utilisent même plus des couteaux, mais c'est des armes par destination. Je veux dire quoi, les stylos, les capuchons, les équerres, les compas pour agresser. Et tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû à un système qui est bancal. Tout cela est né, depuis des années, mais ces gars-là, on ne va pas citer leur nom ici, mais quand ça descend au niveau primaire, où des petits collégiens aussi décident d'aller en congé sans qu'on ne leur demande. Quelle est la suite des choses quand les enfants font ces bêtises? Il n'y a pas une suite. J'aurais voulu que quand ils font des trucs, ils réclament à aller en congé et qu'on les laisse partir. Quand ils reviennent, il faudrait qu'il y ait une sanction qui suive. Mais qui va accepter de mettre ces sanctions-là? Comme il le disait tantôt, on ne donne plus l'autorité à l'enseignant pour sanctionner les élèves. Parce que quand il va sanctionner l'élève, on ne sait jamais. Le parent viendra se plaindre. Quand le maître, l'enseignant, il est impuissant, il va laisser aller. Tout dernièrement à Dabou, il y a un élève qui a donné un coup à son enseignant. Et il y a eu une grève là-bas d'une semaine. Les enseignants ont fait une grève d'une semaine. Mais est-ce que cela doit être? Les parents de ce jeune-là, apparemment, ont négligé l'affaire pendant qu'on les avait convoqués. Votre enfant commet une bourde. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le sanctionner. Mais on ne le fait pas. On va écouter Lassina sur la situation de violence en milieu scolaire. Oui, c'est regrettable, madame. De vos bureaux et au niveau, bien sûr, de la Cité des Arts, quand vous voyez ces enfants comme des badauds en train de circuler, hurler dans les rues aux heures de cours, je vous assure que vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Et pour peu, ils s'adonnent à un vacarme, à détruire tous les biens et édifices de l'État. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un État fort. C'est un État fort qui peut nous garantir un système éducatif fort et très efficace pour l'avenir du pays. Il faut que l'État donne les moyens d'assurer, bien entendu, l'éducation des enfants. Et lorsqu'ils sont bien sûr dans le périmètre bien sûr du savoir, l'école c'est le temps de l'instruction, l'école c'est le temps du savoir, l'école c'est le temps de la formation. C'est les cadres des dirigeants de demain que nous allons former dans nos écoles. Donc nous n'allons pas former des voyous qui vont être bien entendu demain des citoyens peu fréquentables bien sûr dans nos administrations. Donc nous devons avoir un État fort qui prend ses responsabilités et dit aux parents, dès lors que quand vos enfants quittent à la maison, qui sont bien sûr dans nos écoles, ils sont de notre responsabilité. Donc vous n'avez aucun moyen d'intervenir de quelque manière que ce soit, quel que soit vos rangs sociaux, quel que soit votre tissu social. Mais en même temps, je vais rajouter maintenant pour dire que nous devons faire tout possible pour atténuer l'influence des médias pendant l'année scolaire. On va y revenir, on va prendre une minute de pause, on va y revenir. À tout à l'heure. Mosaïque FM. Mosaïque FM 90.3. Restez scotchés. Restez scotchés. Restez scotchés. Mon frère son assistant, mon bonheur c'est ton bonheur. Si vous nous prenez en cours, nous parlons actuellement de l'état du système scolaire ivoirien. Nous sommes avec Gata Freddy, Bamba Lassina et Quadio Nkrumah. Nous parlons du système scolaire ivoirien. Donc, on va continuer comme on le disait tout à l'heure. Selon vous, quelles sont les causes de cette défaillance? Moi, je dirais qu'on confond aujourd'hui l'école de qualité à l'école de quantité. Vous voyez, pour que ce système aujourd'hui soit pareil comme on constate, c'est qu'on a plus misé sur la quantité. Si on arrive à associer la qualité et la quantité, on va retrouver un très beau visage plus tard. Quand je parle d'école de qualité, il faut former les gens à l'éthique. Étant donné qu'il n'y a aucune morale qui est prônée dans le système, on peut le dire, on va toujours voir que les enseignants vont partir en boîte avec les élèves parce que l'éthique, le code de conduite, les gens n'ont pas assimilé cela. Vous voyez, quantité, aujourd'hui, quand un élève a 18 comme moyenne, on dit qu'il est excellent. Mais est-ce que cet élève reflète réellement ce qu'il a? Donc, il faudrait qu'on mise sur l'école de qualité. Vous avez parlé de la qualité. Lassina, quelles sont les causes selon vous de cette défaillance? Oui, à plusieurs niveaux, pour situer les causes. D'abord, il faut repenser le système éducatif en lui-même, d'une manière générale. L'adapter bien sûr à nos réalités, j'allais dire. Mais avant tout ça, il a dit, moi je suis d'accord pour ça, il faut rédiger un code de conduite et d'éthique qui sera mis à la disposition des parents qui vont signer avec les. Si j'ai failli, voilà la sanction, quelle bien sûr je serai confronté. En ce moment, nous allons fabriquer des hommes de probité dans notre société. Et ce sont des valeurs. À l'intérieur de ce code d'éthique et moral, ce sont des valeurs que nous allons partager. À nos élèves de savoir et de connaître l'emblème de la Côte d'Ivoire. Et c'est que symbole de l'État. Il faut partir de ça. L'organisation même d'une société, il faut partir de tous ces principes-là. Quand on parle de préfet, c'est quoi son rôle? Quand on parle, bien sûr, de député, c'est quoi son rôle? Un maire, c'est quoi son rôle? Et toutes les institutions de la République. Il faut qu'on repart sur tous ces principes-là d'abord pour qu'ils puissent comprendre le bon fonctionnement de nos institutions
l'éducation et les personnes qui les animent qui doivent être des personnes de qualité. Le code de conduite et de morale doit permettre à nos étudiants et nos élèves de comprendre bien sûr un certain principe de notre société. Plus, il faut que nous regardions en face, je vais dire, nos infrastructures. Nous n'avons pas des infrastructures de qualité, il faut y remédier le plus tôt possible. Je pense que si nous arrivons à régler cela, le problème d'infrastructure, d'éducation, des formations Mais et qu'est-ce qui a causé cette défaillance de tous ces problèmes? Vous avez déjà tout dit, mais moi ma question est que, est-ce que nos dirigeants souhaiteraient à ce qu'on ait une école de qualité? Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Vas-y, je peux dire que, vu les efforts consentis, on va dire que on veut l'amélioration. Regardez, lorsque on a tous les éléments qu'il faut et qu'on n'utilise pas ces éléments-là au moment opportun, on va toujours aller dans le mur. Je dis par exemple, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on utilise l'Internet. Avec l'Internet, on peut se faciliter la vie pour étudier. Mais est-ce que, avant que l'Internet ne prenne le dessus dans l'éducation nationale, vous voyez, non, je viens, parce que ce sont les mesures. On doit éduquer les jeunes d'abord à quoi? À l'utilisation de l'Internet. C'est pour dire que les éléments qu'on utilise là, vu les efforts, on veut bien améliorer les conditions de travail des élèves. Mais les moyens pour accompagner là ne sont pas. Nkrumah va revenir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Au fait, ce que je voulais dire, c'est que nos dirigeants, c'est qui? C'est depuis la tête. À l'EPPSO, j'ai fier comme ça. Quand je vois l'enfant du ministre fréquenter cette école, je me dis que c'est bon. Oui ou bien. Mais quand l'enfant du ministre ou bien du député est en France, en Europe, et qu'on laisse nous, la population, quelque part ici, en train de se débrouiller dans des écoles, je rejoins cet homme-là, Bourdieu, qui le dit. Il dit, nos réalités sociales définissent notre réussite en milieu scolaire. Non, ça veut dire que nos dirigeants ne sont pas des modèles à suivre, bien entendu. Oui, mais ça veut dire que bien si évidemment, l'école était de qualité, naturellement, on aurait dû voir dans les EPP ces enfants de députés ministres s'inscrire. Cela voudrait dire qu'on a des bons enseignants, on a un système éducatif de qualité, on a également, j'allais dire, du matériel adéquat qui permettent aux enseignants de dispenser des savoirs et les élèves sont dans les conditions. Donc, puisqu'ils n'ont pas, bien sûr, de modèle, donc naturellement, ça va de soi avec toute la décadence que nous connaissons. Parce que quand on veut fabriquer, j'allais dire, des dômes de modèles et de valeurs, bien entendu, il faut qu'ils aient en face d'eux dans le miroir des modèles également et des valeurs. Mais on ne peut pas le dire et puis faire le contraire. Mais quand on passe son temps à la télé, à rabâcher dans les oreilles de nos enfants, je veux dire, toutes ces musiques modernes aujourd'hui, il y a un problème. Il faut avoir ces heures-là aujourd'hui. Le programme au niveau, bien sûr, du ministère de l'Éducation nationale doit être en phase également avec le problème du ministère de la Culture. Également, parce que qui dit culture dit également essence, tout ce qu'on acquiert par la société. Et ce qu'on acquiert par la société n'est que transmis, bien sûr, par les hommes dans une société. C'est une solution que vous donnez? Oui, c'est une solution que je donne pour dire également qu'il faut repenser à ces niveaux également un certain nombre de choses, au niveau, bien sûr, de ces programmes. Parce que par mimétisme aussi également, l'incompréhension et toutes les déviations qu'on constate aujourd'hui peuvent survenir aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever quand on a vraiment ce genre de difficultés qui partent d'abord de nos systèmes éducatifs. Cela est à craindre pour l'avenir, bien sûr, de cette nation. Prédit, quelle solution peut-on apporter à cette difficulté que comme vive solution, l'école? bon, je dirais que pour une école de qualité, il faudrait approcher tous les acteurs. Parce qu'on a l'impression que pour faire un programme d'année scolaire, c'est une fine partie des dirigeants qui s'occupent de cela. Alors qu'il y a plusieurs acteurs dans ce système. Il y a la famille, il y a même l'organisation même de l'environnement scolaire. Même. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre? Ce qu'on offre doit être aussi de qualité. Et puis ça doit répondre aux exigences du moment. Parce qu'on a l'impression qu'en misant plus sur la quantité, le pourcentage à la fin d'année, on a fait 78%, cela ne reflète pas réellement le niveau même des enfants. Donc on doit revoir tout ce système. Nkrumah, quelle solution peut-on apporter à cette défaillance au niveau du système scolaire? On le dira toujours, repenser le système scolaire, repenser... Bon, personnellement, moi, je pense qu'on peut revenir à l'ancien système. La chicole? Non, pas forcément. L'ancien système, de la manière dont on nous éduque à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le cahier de devoirs de ton enfant chaque vendredi soir? Non, pas. Non, pas du tout. On peut revenir à l'ancien système et puis colmater l'ancien système avec ce nouveau système qui est accompagné de technologies et autres. On combine ces deux-là, je pense qu'on aura une école de qualité. Parce qu'ils ont laissé faire en espérant que la technologie serait une solution idoine. Effectivement. Or, c'est là-bas qu'est née la dépravation, bien sûr, de nos enfants. Hein. Donc, on combine les deux systèmes et puis je pense bien que si jamais c'est bien combiné, on aura une école de qualité. Claire. Quand on regarde un peu au niveau des efforts de l'État, c'est un peu trop mince à mon niveau pour avoir une école de qualité. Très mince. Cher ami, et regardez ceci. On a un taux de scolarisation, on a 1 300 000 enfants. De 800 000, on passait à 1 300 000 enfants. De 2016 jusqu'en 2020. Ça veut dire qu'il y a encore des zones où les gens ne vont pas à l'école. Et ça, c'est encore dangereux. Ouais. Un enfant de 5 à 10 ans qui ne va pas à l'école, c'est une menace sociale, j'allais dire.
Un bandit de grand chemin. Un grand bandit de grand chemin, pour ne pas dire le nom. Voilà. Et même quand vous regardez le taux d'investissement réalisé, le taux d'investissement est encore trop faible par rapport, bien sûr, aux bailleurs de fonds, à tout le système financier qui accompagne, bien sûr, l'État. Vous avez la BAD, vous avez également la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, qui dégagent des moyens colossaux pour que l'école soit une école de qualité. Mais malheureusement, on ne sait pas à quoi servent ces moyens-là. Au point où nous, parents d'élèves, on nous fait payer des frais COGES. Cet argent-là servait à quoi? C'était une caisse déguisée, bien sûr, des chefs d'établissement. On accuse aussi les enseignants. Mais quand tu vois un enseignant qui fait 4 ans avant d'avoir son rappel, vous pensez qu'il peut donner une éducation de qualité à un enfant? Oui, ça aussi, c'est une grosse question. Les nouveaux instituteurs, ils font 3-4 ans avant d'avoir leur rappel. Bon, il vit de quoi? Mais quand le gars prend fonction en ce moment, il est endetté jusqu'au bout. Voilà. Parce que déjà, l'arrêt fiscal des produits bancaires au niveau des banques, où on le coupe à la source. L'argent qui n'est même pas encore arrivé est déjà fini. Il vit sous le poids des dettes du boutiquier du quartier. En signant le bordereau. Incroyable. Ça veut dire qu'il est déjà motivé le jour où on va dire, mon ami, ta prise de fonction, c'est lundi prochain. Qu'est-ce que j'allais chercher là-bas? D'autant plus que, bon, écoutez, mon salaire est déjà fini. Donc, en termes de solution, avec tout ce que nous avons dit, je pense qu'il y a encore de l'espoir à venir. Je voulais juste rajouter également, il faut continuer à sensibiliser et conscientiser les élèves pour dire que vous êtes l'avenir de demain, vous n'avez pas le droit de détruire, bien entendu, votre carrière. Vous comprenez? Et ces exemples-là doivent commencer depuis les dirigeants. Oui, ça, je suis d'accord également avec vous. Il faut conscientiser aussi les enseignants aussi, hein, oui. Parce que aussi, vu ce que vous avez relaté tout à l'heure avec le rappel, vous voyez un peu, on peut voir un peu la corruption qui peut naître là. Oui, ça c'est un gros frein, bien sûr. Donc aussi, il faudrait que les gens aient un esprit citoyen. Parce que si tu penses que tu fais du mal à une personne, c'est entre vous deux seulement que ça va rester. C'est te trompe parce que le système éducatif, si tu ne fais pas ton travail, ça va peser sur les autres. C'est ce qui est là aujourd'hui. Parmi tous les enseignants aujourd'hui, c'est pas tous qui sont mauvais. Non, pas du tout. Vous voyez, mais le simple fait qu'il y ait des corrompus fait qu'on ne peut pas apprécier tous les enseignants. Même le concept, par exemple, de l'Ivoirien nouveau était un bébé qu'il fallait, bien entendu, je dis ne pas dire adouber, mais il fallait creuser au plus profond. Et je pense que les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Ça voulait dire quoi? Se débarrasser des mauvaises habitudes et regarder l'avenir devant pour construire un État juste, un État cohérent, un État parfait, et équilibré à tous les niveaux. Ouais. Je l'ai dit, pour avoir un État, je vais dire, efficace, pour répondre bien sûr aux défis de demain. Il faut éduquer l'Ivoirien nouveau, c'est l'éducation. C'est tout ça. Ok, merci à vous. Nous sommes au thème de notre table ronde. Côte d'Ivoire, le système scolaire va-t-il de mal en pis? Présenté par Loulou Soumoro à la technique Alec. Merci à nos invités, Gata Freddy, consultant psychologue, Bamba Lassina, journaliste, et Kwadio Nkrumah, sociologue. Merci à vous, auditeurs. À bientôt pour un prochain numéro. Mosaïque FM. Mosaïque FM 90.3. Restez scotchés. Mon frère sont ma assista, mon bonheur c'est ton bonheur.